Spéculation, beaucoup de spéculation dans le domaine politique actuellement. Donc, il était temps d'avoir un bon sens critique pour nous critiquer la chose en direct sur les ondes. Donc, aujourd'hui, au sens critique, en direct de ce podcast politiquement autant correct que incorrect, on parle des deux, on aime bien ça jouer sous la controverse. On va jouer une fois de plus à l'avocat du diable, puis on va parler d'un sujet qui nous touche particulièrement. On va parler encore un peu du mode de réforme du scrutin, parce que je pense que ça vaut vraiment la peine d'en parler. On va parler de politique municipale, politique provinciale, de politique fédérale, probablement le sujet préféré des Québécois, parler de politique, le genre de débat qui fait pas de chicane au souper de famille. On va parler un peu des maires, des préfets, des municipalités, face au gouvernement et à la vague bleue, parce qu'il y a littéralement une vague bleue qui a balayé le Québec, et malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'opposition et de partis politiques qui ont tenu par rapport à ça. Il y en a quasiment un seul qui a tenu, et c'est la couleur orange. Donc aujourd'hui, à Québecwood, on va parler de comment que, même si les municipalités actuellement tremblent et ont peur de cette vague bleue caquiste qui vient de déferler sur le Québec, ben nous, les oppositions officielles, bien qu'on soit dans une réalité disproportionnée de la démocratie, de la sphère électorale et qu'on soit dans une sorte de distorsion politique, ben on n'a pas peur du gouvernement Legault, puis on n'a pas peur de la CAQ, puis on n'a pas peur d'être balayé de la carte, parce que pour vrai, il n'y a pas juste la mentalité puis la partisanerie dans la vie, il y a également autre chose au-delà du pouvoir, au-delà d'être le meilleur et de vouloir juste avoir la carte bleue pour son parti, là. Au-delà de ça, le Québec n'est pas une histoire de conquête. Le Québec, c'est pas une histoire de pouvoir. Le Québec, c'est une histoire d'amour, tiens. Donc, pour enchaîner sur la suite de ce podcast, le Québec, c'est une histoire d'amour. Donc, on avait un peu... En tout cas, revenons au contexte d'avant les élections, d'avant cette pandémie même. On avait un peu l'extrême droite, les mouvements pro-pétrole au Québec, le mouvement des White Hungry Men, là, les hommes blancs fâchés au volant de leur pick-up et de leur Jeep, qui étaient vraiment pas contents des choix du gouvernement actuel. On avait de l'autre côté la gauche, qui était aussi mécontent. La gauche qui se battait pour des valeurs écologiques et qui bloquait des gros projets polluants. Donc, il y a eu une polarisation des politiques au Québec, autant d'un côté comme de l'autre. Et on assiste aujourd'hui à l'arrivée d'un nouveau mouvement politique, le Parti conservateur du Québec. Enfin, c'est pas nouveau, là. Je veux dire, il a déjà été populaire à une certaine époque, mais il était mort dans les dernières années. Et là, il est comme un zombie qui a ressuscité des morts de sa tombe. Il est sorti de sa tombe, il est revenu dans le paysage politique. Et là, on avait, rappelez-vous, avant les élections, une gang de révoltés, de manifestants en colère d'extrême droite qui manifestaient pour la liberté. Fait que ils manifestaient devant les parlements du Canada, du Québec, récoltaient plus de démocratie. Ils dénonçaient dans le fond une forme de dictature, une forme d'aristocratie, une sorte d'élite qui dirigeait aux yeux du monde, une sorte d'oligarchie au Québec, où on avait une classe dirigeante caquiste qui avait le pouvoir par... même pas parce qu'ils l'ont gagné, finalement, c'est juste par fatalité, c'est juste... ils l'ont comme obtenu à cause des oppositions. Fait que c'est comme une victoire par défaut pour eux autres. C'est comme une victoire par défaut parce que les oppositions sont tellement divisées au Québec et notre système démocratique est tellement mal fait qu'en direct, notre système démocratique, notre mode de scrutin, en tout cas, il était pas fait pour un système politique avec 4-5 partis, on dirait. On dirait que quand il y en avait 3-4, ça se contentait, ça faisait la job, ça paraissait pas. Mais là, depuis qu'il y a de plus en plus de partis et de mouvements politiques, on se rend compte que notre mode de scrutin, il marche pas, gang. Ça a révélé des lacunes qui existaient sûrement depuis longtemps, mais que ça paraissait pas. On les voyait pas quand il y avait juste 2 partis. Ça fait que même s'il y avait une distorsion politique au Québec, puis que
le résultat du vote n'était pas très proportionné en nombre de sièges. Pendant des années, il y a deux partis qui ont profité de ce statut-là puis de ces avantages-là, autant que ce désavantage-là. Puis c'est le Parti québécois puis le Parti libéral du Québec qui ont profité pendant des années d'un mode de scrutin qui leur était autant favorable que défavorable. Autrement dit, je me retiens de pas dire que la politique du Québec depuis des années est un peu organisée que le gars des vues, genre. Fait que ça veut dire que pendant des années, le Québec a été dirigé par des gouvernements qui profitaient d'un avantage stratégique et démographique par rapport à la carte électorale. Donc, pendant des années, certains partis ont profité d'un avantage supériographique par rapport aux autres partis politiques. Ils étaient en large supériorité numérique, tout simplement parce qu'ils étaient surreprésentés dans le système actuel. Écoutez, là, on peut pas avoir plus flagrant, plus révélateur que les résultats des élections actuellement en 2022, là. Quand on regarde que les trois partis de l'opposition ont récolté, c'est pas mêlant, 15% des votes. En fait, je devrais dire, les quatre partis de l'opposition ont récolté pratiquement le même taux de vote, 15% des votes, mais malgré le fait qu'ils ont quasiment tous le même résultat en proportion des votes dans ces quatre partis-là, qui se divisent chacun à 15%, ben c'est le Parti libéral du Québec, l'opposition officielle, avec 21 sièges. Québec solidaire en a même pas 11. Le Parti québécois en a même pas 3. Puis le Parti conservateur du Québec a 0 siège, alors qu'il a quasiment le même pourcentage que le Parti libéral du Québec. Québec solidaire a obtenu plus de votes en tant que tel que le Parti libéral du Québec, et il y a moins de sièges que le Parti libéral du Québec, qui est l'opposition officielle, avec moins de votes que Québec solidaire et le Parti québécois. Il y a quelque chose qui fonctionne pas à quelque part. Les gens à la maison, les électeurs, les gens qui ont voté, qui ont donné leur vote à ce gouvernement, qui ont donné leur vote à cette démocratie, et qui se sentent bernés, qui ont l'impression aujourd'hui que leur vote, il compte pour rien, là, qui se dit, pendant des années, j'ai exercé le petit peu de droit que j'avais, j'ai exercé mon droit de vote en pensant qu'on vivait dans un système démocratique qui prônait, qui vivait à part égale et qui faisait vivre l'égalité des représentations, mais là, je me rends compte que finalement, c'est un peu une farce, là. C'est un peu une joke, là. C'est un peu de la parure, là. C'est un peu une illusion, la démocratie au Québec, quand on regarde ça, là. Je veux dire, malgré le fait que je m'ai pris la peine, que je me suis donné la peine de me déplacer le cul jusqu'au bureau de vote pour aller voter pour Québec solidaire, je veux dire, ils ont plus de votes que le Parti libéral du Québec, mais c'est pas pour autant l'opposition officielle. Malgré le fait que c'est le seul parti qui a survécu à une vague caquiste qui a balayé le Québec, là. C'est le seul parti qui a retenu, qui s'est tenu debout face à ce vent caquiste, là, qui a balayé le Québec d'un bout à l'autre, là. Le seul parti qui a résisté au vent et à l'intempérie, c'est Québec solidaire. Ils ont gardé leur château fort solidaire. C'est le seul parti à travers ça qui s'en sort indemne, qui s'en sort avec le plus gros taux de vote du côté de l'opposition, mais qui ne récolte pas le principe de l'opposition officielle pour autant. Et qui a même pas la moitié des sièges du Parti libéral du Québec, alors que le Parti libéral du Québec a eu moins de votes qu'eux autres sur l'île de Montréal. C'est quand même impressionnant. C'est quand même révélateur de voir que dans notre système électoral actuel, que dans la proportion du calcul de la représentation numérique actuelle, ben, il y a toujours un gouvernement puis une opposition qui s'en sort à leur avantage. Pas encore là. Pour le moment, ça joue à leur avantage. Mais ça veut pas dire que ça va toujours être le cas. Rappelez-vous le temps où ce que la CAQ se battait également contre ce système, contre ce mode de scrutin non représentatif et qu'il demandait une réforme du mode de scrutin. C'est drôle, quand on est dans l'opposition puis qu'on n'est pas élu, puis qu'on est un gouvernement caquiste, on veut une réforme du mode de scrutin, puis à partir du moment où on récolte le pouvoir puis qu'on réussit à obtenir le pouvoir sur ce mode de scrutin-là, ben là, tout d'un coup, on veut plus réformer le mode de scrutin. Parce qu'on réalise en tant que gouvernement qui nous donne l'avantage
démographique, l'avantage numérique, qu'on a une supériorité par rapport aux autres partis, par rapport aux autres formations politiques dans le système du mode de scrutin actuel. On réalise que même l'opposition officielle peut profiter de ce système-là pour rester l'opposition officielle, bien qu'ils ont moins de votes que les autres oppositions officielles, inofficielles en tout cas. Fait qu'on se rend compte qu'avec le système proportionnel de mode de scrutin qu'on a actuellement au Québec, sans réforme, que le Parti libéral du Québec peut rester au pouvoir comme opposition officielle, puis avoir autant de pouvoir puis de contrôle sur la Chambre, tout en ayant moins de votes que ses opposants. C'est assez spécial, là. Ça veut dire que tout ça, quand il n'y avait pas 3, 4, 5 partis qui se présentaient aux élections, ben on le voyait pas. Ça passait sous nos yeux. On manipulait les élections avec des distorsions politiques puis on donnait la majorité à des partis, alors que finalement, dans les faits, ils les avaient même pas. Ils n'avaient même pas obtenu la majorité des votes en tant que tel pour avoir cette majorité-là aux yeux du Parlement. Ça revient-tu à dire que la politique du Québec, c'est une grosse blague? C'est une grosse farce? C'est une énorme mise en scène, puis que pendant des années, on nous a menti un faux modèle démocratique qui était finalement une manipulation du vote? Pour tous les gens qui disaient que c'était de la crosse, les élections, ça sert à rien de voter, que la démocratie, ça n'existe pas au Québec, pour une fois, je leur donne raison. Pour une fois, je leur donne un point. Pour une fois, je peux plus contredire ce qu'ils disent parce que même moi, je suis à me demander en ce moment, je me pose la question, est-ce que dans les 4 prochaines années, dans 4 ans, je vais-tu me donner à peine d'aller voter finalement? À voir que mon vote compte pour si peu rien, à voir comment que mon vote n'a pas d'importance, à voir comment de toute façon on joue avec notre vote, puis qu'on éclipse le vote de certaines formations politiques pour donner avantage à d'autres qui ont peut-être moins de pourcentage du vote populaire que d'autres formations politiques. C'est complètement aberrant, là. Je veux dire, j'en reviens pas, pour vrai. C'est incroyable. C'est incroyable qu'au Québec, la priorité actuellement, ce soit pas de réformer le mode de scrutin. Je suis sidéré de voir que c'est pas ça que la plupart des citoyens ont à la bouche. C'est sûr que la plupart ont voté pour la CAQ, là. Pour vrai, les Québécois sont niaiseux, là. Il faut être gnochon pour faire ça, là. Donner une deuxième chance à un gouvernement qui a eu de la misère à gérer la pandémie, qui nous a promis une réforme du mode pour scrutin, et qui nous dit qu'ils n'en feront pas de réforme du mode de scrutin alors que ça nous paraît une évidence qu'il faudra en faire une pour que la politique et que la démocratie existent sainement au Québec et pas sous une fausse apparence déguisée. Pas qu'elle porte un masque en se donnant des sièges de plus sous un concept du fait qu'elle a moins de votes que les autres citoyens, mais qu'elle pourra récolter plus de sièges dans un système qui est mal fait en maudit, là. Fait que... non. Si les gens pensent que François Legault a balayé le Québec d'une vague bleue, ben moi je vous dis qu'il y a au moins 20 sièges dans son gouvernement qui sont en trop, bien que la majorité, que ce soit un gouvernement minoritaire, dans un nouveau mode de scrutin, dans un système de représentation différent, il y aurait autant la majorité, sauf que les oppositions officielles qui ont eu quasiment 15% du vote, qui seraient représentés aussi, là. Là, c'est pas le cas. Là, on a une démocratie de malade, pour vrai. Ça fait qu'est-ce que je reconnais le fait que la CAQ a balayé le Québec? Non, du tout. La CAQ n'a pas balayé le Québec. La CAQ a profité d'un système puis d'un mode de scrutin qui est pas représentatif et qui est pas démocratique, qui l'avantage et qui donne une supériorité numérique aux plus grosses formations politiques en pénalisant les plus petites. Fait que la CAQ a profité de ça, du fait que le vote est divisé entre plusieurs oppositions puis que ça divise le vote à des infimes partis. Ben, elle a profité de ce concept-là pour se donner une grosse majorité et balayer le Québec et en récolter une centaine de sièges. Au moins 90. Pour battre des records avec le mode de scrutin actuel. Fait que la CAQ, elle fait pas vivre une démocratie. Elle a pas gagné démocratiquement, là. Est-ce que je lui donne la légitimité du pouvoir? En partie.
Est-ce que je donne la légitimité de l'opposition officielle au Parti libéral du Québec? En partie. Est-ce que je trouve qu'on renie la proportion du vote de toutes les autres oppositions officielles puis qu'on renie le principe d'une opposition officielle et même le principe et le concept d'opposition dans notre chambre parlementaire actuelle? Totalement. Je trouve qu'on renie le principe de l'opposition. On a vraiment un mode de scrutin qui tourne autour d'un gouvernement qui frôle la dictature. Je veux dire, tu sais, quand l'extrême droite criait liberté dans nos rues puis disait que François Legault c'était une nouvelle forme de dictature, ben je suis pas sûr que d'avant les élections jusqu'à pendant les élections où ce que leur chef Éric Duhem leur disait allez voter, on a juste ça comme droit, la démocratie c'est important, on a une belle démocratie au Québec, c'est important de la valoriser. Je suis pas sûr que le lendemain des élections, après avoir récolté quasiment 14% du scrutage, du vote par scrutage, 14% des votes, de voir qu'ils ont récolté aucun siège à l'Assemblée nationale par rapport à ça, alors que l'opposition officielle, pour un pourcentage de plus, 1% de plus de votes, lui, a récolté 21 sièges. C'est comme si je faisais un concours de pourcentage, puis que j'avais 10 bananes là, dans ma république de bananes, là, puis je donnais les bananes selon le plus gros pourcentage. Fait que ceux-là qui en ont 15, ils ont toutes une banane. Genre. Fait que là, j'en donne à tout le monde. La CAQ, par récolte, pas mal là, 41% des bananes. Fait que je donne quasiment la moitié des bananes. Puis là, il y a le Parti libéral du Québec qui gagne 15%, ben j'y donne l'autre partie des bananes, puis les autres qui ont 15%, je leur donne pas de bananes. Just too bad, c'est le Parti libéral du Québec qui récolte la bonne proportion des bananes dans l'opposition officielle. Je dis des bananes parce que notre modèle de démocratie ressemble de plus en plus à une république de bananes, là. Moi, j'en reviens juste pas. D'un côté, t'as une opposition qui a 15%, elle a 3 sièges. L'autre a quasiment 15%, elle a 0 siège. L'autre a 15% un peu plus, elle a 11 sièges. Puis l'autre, elle a 14%, puis elle a 21 sièges. C'est du non-sens. Si pour le gouvernement actuel, le nouveau gouvernement, la réforme du mode de scrutin, c'est pas une priorité, ben c'est parce que la dictature non plus, c'est pas une priorité pour eux autres. La saine représentativité des citoyens, c'est pas une priorité non plus. Quand tu considères pas 10% du vote, là, c'est parce que 10% du vote dans la quantité de partis qu'il y a aujourd'hui, puis dans notre politique divisée d'aujourd'hui, là, je veux dire, il n'y a pas juste 2 partis qui se présentent aux élections, il y en a 5, là. Avant, il y avait 2 partis. Fait qu'on divisait toute la population québécoise en 2. C'était simple, hein, fonder un gouvernement. Puis là, whoop, il y en a un 3e qui est arrivé. Puis là, whoop, il y en a un 4e qui est arrivé. Puis là, whoop, en voilà un 5e qui est arrivé qui fait en sorte que le vote de l'opposition face au gouvernement, il est rendu splitté en 5, là. Fait que c'est quasiment impossible, là, d'avoir 12 députés. Puis d'être un groupe parlementaire reconnu. Surtout quand tu sais que même quand t'as 15% du vote, parfois t'as 0 député dans le système actuel. Des fois t'en as 21, puis des fois t'en as 0. Des fois t'en as 11, puis des fois t'en as 3. On le voit bien, là? Ça fait que dans notre système actuel démocratique, parfois avec 15% du vote, t'as 0 siège, puis des fois t'en as 21. Voyez-vous comment que ça joue du hasard, là? Je comprends même pas comment qu'on peut arriver à ça. Avec 15% du vote par scrutin, comment que d'un côté on peut obtenir 0, 3, 11 puis 21? C'est trop. C'est 4 résultats totalement différents, là. Totalement différents d'une région à l'autre. Ça veut dire que tu te fasses élire dans le Grand Montréal ou dans le fin fond du Nord ou dans une région de l'Est ou du centre du Québec, là, que tu aies 15% du vote, ça va faire en sorte que d'une région à l'autre, tu vas obtenir 0, 3, 11 ou 21 votes. Imaginez-vous la marge de manœuvre, là. C'est comme si je te dirais que pour le même travail, là, pour la même job, m'engager 4 employés différents, mais il y en a un là-dedans qui, pour 15 heures de travail, va avoir 0 piastres, un autre 3 piastres, un autre va en avoir 11, puis l'autre va en avoir 21. Là, vous allez me demander, ben coudonc, là, Éric,
Boss, il y a quelque chose qui marche pas, là. Dans ton calcul, comment ça se fait qu'on a tous travaillé 15 heures, mais qu'il y en a un qui a travaillé autant d'heures que l'autre, là? Il a fait le même job, mais il y a 0, l'autre il y a 3, l'autre il y a 11, puis l'autre il y a 21. Il y a quelque chose qui est pas proportionnel, là. Il y a quelque chose de disproportionné, de mal proportionné dans ton calcul, là. Il y a quelque chose qui marche pas. C'est ça que les centrales syndicales viendraient me dire au bout du compte, là. Il y a quelque chose qui marche pas. Il y a un traitement d'inégalité quelque part, là. Parce que pour parvenir à 4 résultats différents avec le même nombre et le même pourcentage, c'est qu'il y a un maudit problème à quelque part, là. Dans le mode de scrutin actuel au Québec. Ça fait que si demain matin, là, lorsque le gouvernement va être fondé, lorsque les oppositions officielles vont rentrer à la Chambre d'Assemblée, si la première question du débat public est pas la réforme du mode de scrutin, pour vrai, là, je pense que je déménage. Je pense que je change de province. Je pense que je change de pays, puis que rendu là, je vais aller vivre en Chine, pour vrai. Ça risque d'être plus démocratique que le mode de scrutin actuel au Québec. Voyons donc. On est-tu au Canada ici pour avoir un mode de scrutin qui donne de 0 à 21 votes, à 21 sièges au gouvernement par rapport à 15% du vote? C'est parce que c'est-tu un chiffre qui a été tiré d'un chapeau avec un lapin au hasard, là? C'est-tu de la magie, les élections au Québec, là? On peut bien donner le résultat en une demi-heure, là. À 8h30, whoop, le gouvernement majoritaire caquisse. Ben oui, c'est sûr, avec des résultats de même. Quand tu vois que 15% du vote chez l'opposition donne de 0 à 21 sièges. Mais encore là, tu peux en avoir 3 comme tu peux en avoir 11. C'est complètement absurde, là. C'est pas ça la priorité des oppositions en rentrant en chambre parlementaire, de nous remettre la réforme du mode de scrutin à l'ordre du jour? Ben pour de vrai, je change de province, je change de parti, je déménage, bye bye mon cowboy, je prends ma valise puis je m'en vais aux États-Unis rendu là. Non mais c'est parce qu'en Europe, en Allemagne, dans d'autres pays, il y en a différents modes de scrutin qui est pas comme le nôtre, puis ça arrive pas. Des affaires de même où ce que un parti a 15% du vote mais 0 siège, puis que l'autre a moins de 15% du vote, puis il y a 21 sièges, tiens, par rapport à l'autre. Ils sont égales, mais ils ont pas le même nombre de sièges égal. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Pourquoi que moi, je viendrais reconnaître le gouvernement caquiste et de la CAQ et la légimisation et la légitimité de ces élections, alors qu'on se rend compte que c'est une vraie farce, que c'est une vraie blague, qu'on manipule le mode de scrutin pour avantager les partis politiques les plus gros, puis que c'est le gouvernement puis l'opposition qui s'en ressort gagnant, puis encore là, jusqu'à temps que ça leur échappe des mains puis que le vent tourne de bord? Parce que ce qui favorise actuellement d'infimes partis qui sont majoritaires, qui gagnent la majorité du moins, ben c'était des systèmes qui désavantageaient dans d'autres partis à certaines autres époques. Que je veux dire, pour le moment, ça les avantage, mais à un moment donné, ça va jouer contre eux autres, ça va jouer en leur faveur. À leur défaveur, je veux dire. De là, l'intérêt pour le gouvernement actuel de changer le mode de scrutin pendant qu'il est encore au pouvoir avant que la situation lui échappe des mains puis qu'il soit plus capable de le faire. Ça, c'est de la connerie, là. Il faut vraiment être con. Il faut vraiment être con pour penser qu'un mode de scrutin qui t'a désavantagé pendant 10 ans, puis que là, whoop, tu formes le gouvernement, il t'avantage, t'as la majorité, t'en tiens avantage, que ça va t'avantager continuellement. D'entretenir ce statu quo pour la CAQ, c'est une façon de dire, OK, j'entretiens ma gouvernance, je change pas le mode de scrutin. Le mode de scrutin, actuellement, il me permet d'être élu. Il me permet de gouverner, il me permet de gagner les élections. Fait que je le changerai pas. Ça, c'est l'erreur que fait tous les gouvernements précédents. D'ailleurs, on le dit au Québec, c'est la première fois qu'un gouvernement réobtient un deuxième mandat majoritaire. À toutes les fois où il y a eu une élection d'un gouvernement sortant au Québec, à toutes les fois qu'un gouvernement est sorti du Québec, ben, il n'a jamais été réélu avec la majorité. Souvent, c'était qu'une minorité, il n'y avait pas assez de confiance. Le vote de confiance est insuffisant pour obtenir un deuxième mandat. Fait que c'est peut-être une petite cloche qui devrait sonner à l'oreille de François Legault.
C'est peut-être un signe pour y dire, hey, là, mon François Legault, au premier mandat, il y a eu une pandémie, tu l'as échappé, t'avais promis une réforme de scrutin, il y a plein de gens qui croyaient à ça, qui ont voté pour toi pour ça, puis tu l'as complètement exclu, t'as décidé que t'en ferais pas finalement. Ben, t'as là ta seconde chance. T'as donné une seconde chance, là. T'as une seconde chance de réformer le mode de scrutin avant de perdre le pouvoir puis que le mode de scrutin actuel joue en défaveur de ton parti et redonne la majorité au Parti libéral dans Montréal. T'as une chance, là. T'as une chance de réformer ça. Puis de faire en sorte qu'au Québec, que ce soit la CAQ, le Parti libéral du Québec, Québec solidaire, le Parti québécois ou le Parti conservateur du Québec, peu importe le parti, qu'un jour un parti profite de ce mode de scrutin-là pour garder le pouvoir et l'opposition officielle alors que dans les sondages, ils ont une moindre proportion des votes pour les avoir, ces sièges. Donc, je pense que c'est le temps. C'est le temps d'agir, là, puis de prendre sa seconde chance pour ouvrir ça, là. Ce qu'on a manqué dans le premier mandat, là. Dans les promesses bafouées de la CAQ, puis réformer une fois pour toutes le mode de scrutin au Québec. Tu sais, je le sais, là, que la CAQ est dans son rêve, est en train de fêter, on est gros, ça va bien, on a balayé le Québec. Think big! Think big, le gros, là. Hein, le gros, think big, là. La CAQ est rendue grosse, là, a du pouvoir, a de la force de frappe. C'est rendu une légion. Ouais, ils sont rendus légion sur le Québec. Donc, think big, c'est carrément ça. Je sais qu'ils se pensent gros, mais ça veut pas dire que tout ce qui monte ne finit pas un jour par redescendre. Mais moi, ce que je vous réponds, c'est que la coalition Avenir Québec peut peut-être balayer le Québec. Assez bleu poudre à grandeur, mais pas dans Montréal. Ils n'ont pas réussi à faire une percée dans Montréal, et ils n'ont pas encore Montréal. Ils n'ont pas anéanti l'opposition officielle. En fait, je devrais dire les multiples oppositions officielles, parce qu'on a clairement que le pourcentage du vote, là, 3 autres oppositions officielles qui ne seront pas reconnues par le mode de scrutin actuel. Donc moi, je ne reconnaîtrai pas le gouvernement actuel. Je ne reconnais pas l'existence d'un gouvernement actuel tant que les 3 oppositions officielles du Québec ne seront pas reconnues. Parce que là, en plus d'avoir un mode de scrutin et un système disproportionnel, de vivre dans une distorsion politique dans laquelle les oppositions officielles ne sont pas reconnues, on a un gouvernement qui a trop de pouvoir et qui a en son propre pouvoir même le pouvoir de décider s'il reconnaît les oppositions officielles. Parce que souvenez-vous que quand t'as pas 12 députés à l'Assemblée nationale, t'es pas un parti reconnu officiellement. Puis on voit ce qui se passe. Tu peux avoir 14% du vote au Québec, puis avoir 21 sièges, puis avoir 15% du vote, plus que l'opposition officielle, puis avoir 0 siège. Donc, c'est vraiment une variable qui est incalculable. Là. Ça joue ben trop sur des valeurs. Là. C'est à se demander comment on fait pour en parvenir à ce chiffre-là, pour vrai. Là, parce que, écoute, comment tu veux faire ton entrée à l'Assemblée nationale? Comment tu vas entretenir une opposition officielle dans ce concept-là? Là? Quand on sait que pour être un parti reconnu, être un groupe parlementaire un groupe parlementaire reconnu par l'Assemblée nationale, doit comme équivalent, comme base à la base, soit avoir au moins 12 députés, ou soit avoir obtenu 20% des voix. Comment tu peux obtenir 20% des voix dans un système démocratique en déclin où 40% des électeurs ne votent pas? Pour commencer, là, il y a juste 62% quasiment des électeurs qui votent au Québec. Ça fait que déjà là, en partant, nos partis politiques puis nos oppositions, ils perdent 40% du vote, là. 40% du vote de gens qui n'ont pas le temps, qui veulent rien savoir, qui votent plus, qui sont plus intéressés, qui ont aucun intérêt à aller voter pour la démocratie. Quand on regarde la valeur de leur vote, on comprend un peu pourquoi, mais quand même. Fait que 20% qu'on peut pas donner, là, ils sont perdus, là, le monde, ils votent pas, ces gens-là. Fait que là, on a 60% du vote. Divise ça, là, en 20%, ça veut dire qu'il y a de la place pour 3 partis dans la Chambre parlementaire du Québec.
3 20%. 3 partis reconnus. Il y a de la place dans notre système actuel, dans notre démocratie, dans notre mode de scrutin, selon mes calculs statistiques faits en direct avec vous, de la place pour 3 partis. Tu vises 60% du vote en 20%, ça fait 3. Fait qu'il y a de la place pour la CAQ, le Parti libéral, mettons, puis le Parti québécois. Fait que là, il n'y a plus de place pour Québec solidaire, pour le Parti conservateur du Québec, ou dans ce cas-là, aujourd'hui, il n'y a plus de place pour le Parti québécois puis le Parti conservateur du Québec. Donc, on a un système démocratique fait pour 3 partis, qui laisse assez de place, dans le calcul des voix et la démocratie, à 3 partis. Encore là, dans ces 3 partis-là, il y en a un qui est le gouvernement. Fait que ça laisse place à 2 oppositions officielles. Tu vas pas chez loin avec ça. Tu vas pas loin avec ça quand il y a 5 partis qui se présentent aux élections avec plus de 15% du vote. Puis quand il y a 5 partis qui se présentent avec quasiment plus de 15% du vote, ben comment tu vas aller chercher ton 5% puis un 20% de vote pour fonder une opposition officielle? C'est trop demandé. Non, mais c'est pire que la cotère à l'université pour devenir médecin et entrer en psychologie, cette affaire-là, là. 20%. 20%, là, c'est plus que l'équivalent que de la population trans, homosexuelle, LGBTQ dans la société. Il y en a 10%. Il y en a 10 à 15%. Ça veut dire que c'est comme si on reconnaîtrait pas toute la communauté homosexuelle dans la société en termes de vote, là. C'est une exclusion philosophique et politique totale, là. C'est une politique de discrimination, le mode de scrutin actuel au Québec, là. Ça discrimine toutes sortes d'idéologies, toute forme de politique, toute forme d'opposition. Tout concept d'opposition officielle. Dans un mode de scrutin qui est fait pour en accueillir même pas 2, qui est fait pour rouler à 2-3 partis. C'est démodé comme mode de scrutin. On profite d'un vieux système de mode de scrutin qui est démodé puis qui est arrangé avec le gars des vues pour faire gagner le Grand Montréal. Les partis anglophones dans le Grand Montréal, on dirait. C'est mal fait. C'est mal fait au bout. Ah non, c'est pourri à l'os. Ça fait que... Quand vous me demandez est-ce que j'ai peur pour l'union des municipalités, est-ce que les municipalités devraient avoir peur de François Legault, est-ce que le fait qu'il a balayé le Québec, puis la province de Québec, puis la région de Québec, puis de Chaudière-Appalaches, ça fait en sorte que tout le monde dit oui au 3e lien, puis qu'on veut un 3e lien? Ben non! C'est quoi ces amalgames-là? Québec solidaire a toujours bien été réélu dans Laurier-Dorion, puis il a toujours bien été réélu en plus dans le bas de la ville? Voyons donc! À ce que je sache, on nous a pas volé Jean Talon à Québec. Ce qui veut dire qu'il y a encore une opposition forte au 3e lien. C'est clair que pour l'Abitibi puis le combat contre l'arsenic puis les grandes entreprises et l'empoisonnement de notre santé, on l'a échappé. Mais pour ce qui est par exemple du combat contre le 3e lien, Québec solidaire fait encore son opposition et s'oppose encore à ce projet-là dans le Vieux-Québec. Autant que dans Basseville puis le Grand-Limoilou. Je pense que c'est un signe aussi que les opposants au 3e lien, ils sont encore là. Ils ont voté puis ils ont dit « Non, 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 non! On est correct, là. On a une vision du transport. Ben beau, là, vous voulez faire votre 3e lien à Chaudière-Appalaches. Vous êtes oui, vous êtes pour. Mais en tout cas, nous autres, de l'autre côté, dans le centre-ville de Québec, on est encore contre. Donc, pour le traverser l'autre bord, il va y avoir du chemin à faire. Puis du travail social à faire, puis de l'acceptabilité sociale à gagner, parce que vous êtes pas rendu. Vous êtes pas rendu parce qu'il y a un mur pour vous bloquer. Il y a un mur solidaire qui bloque actuellement le centre-ville de Québec de tout gros projet autoroutier qui viendrait déformer tout le patrimoine d'une belle ville. Avec un cachet culturel et historique. Autant qu'on pourrait dire que c'est quasiment rendu la petite clique du plateau, là. Autant que dans le centre-ville de Montréal, les gens sophistiqués, la communauté homosexuelle et les gens des quartiers à la mode et populaires de Montréal ont voté non. Ont voté non à la CAQ et au Parti libéral du Québec. Les Blancs francophones et la communauté multiculturelle de Montréal qui est soudée, là, qui vit comme ça, là, qui vit pas comme s'il était divisé dans des préjugés, là, ben, ce monde-là, il se tient. Ça veut dire que le monde du village, du Mont-Royal, du plateau Mont-Royal, le monde de l'Est de Québec, même jusqu'à l'Ouest maintenant,
Le monde du centre de l'île de Montréal, ils ont voté Québec solidaire, je vous rappelle, puis à proportion du vote qu'ils ont voté, là, ils devraient même fonder l'opposition officielle actuellement. Vous savez, on a tendance à dire que Québec solidaire, c'est le parti des pauvres, le parti des BS sociales, mais il y a également quelque chose qui rejoint à Québec solidaire, puis c'est les riches, c'est les gens avec de la classe, les gens avec une philosophie, les gens de l'éducation, les gens avec des valeurs environnementales. Moi, je pense qu'à Sherbrooke, on n'a pas misé sur le bon secteur. On n'aurait pas dû miser sur Saint-François, on aurait dû miser sur la circonscription de Richmond. Ouais. Je suis pas mal sûr que Québec solidaire, aux prochaines élections, serait capable de raviver, de prendre la circonscription de Richmond. Moi, je pense que les riches au Québec, puis les gens qui ont de l'argent, il y en a peut-être pas beaucoup, là, mais ces gens-là sont pas mal plus investis dans la cause sociale que bien du monde de la classe moyenne qui semble de plus en plus désintéressés aux problèmes du monde. C'est comme si qu'on vivait un peu dans un individualisme et dans un je me moi, ma petite cour, ma petite maison, ma petite voiture, ma petite clôture, ma petite famille. Mais c'est parce qu'il n'y a pas juste ça, la petite vie de banlieue dans le monde au Québec, là. Il y a d'autres choses autour de ça, là. Je peux comprendre que la classe moyenne cherche le confort, le réconfort dans les bras de la CAQ, mais je suis pas sûr que c'est là qu'ils vont le retrouver. En tout cas, moi, je suis vraiment déçu du choix des Québécois. Je suis vraiment déçu de voir comment on a tourné le dos au Parti québécois et à la souveraineté. Ça, c'est une honte. Puis moi-même, j'ai voté pour Québec solidaire, j'appartiens à Québec solidaire. Je défends une souveraineté de gauche. Puis je trouve que la droite, là, ils changent pas mal de bobettes comme ils changent de parti de politique, moi. Je trouve pas que la droite au Québec, c'est des gens fidèles à leur philosophie par leur mentalité. Puis si la philosophie puis la mentalité de Québec solidaire a pas fait son chemin, je vous l'admets, je vais vous dire que, par exemple, c'est Château Fort, c'est tenu debout, par exemple. Je vais vous dire que leur base militante, elle s'est tenue debout comme un mur face à cette vague caquiste qui soufflait sur nous autres. Non, on n'a pas soufflé Québec solidaire comme un château de cartes, contrairement aux châteaux forts du Parti québécois qui sont tombés. On a perdu quelques plumes, mais contrairement au Parti libéral du Québec, on a réussi à récupérer certaines de leurs forteresses en récupérant Maurice Richard, le comté de Maurice Richard et le comté de Verdun. Donc maintenant, Québec solidaire est de plus en plus ancré et centré dans le Grand Montréal. C'est vrai. Je vais vous donner un argument. La droite avait raison. La coalition Avenir Québec puis les gens du Parti conservateur avaient raison. Peut-être que finalement, Québec solidaire, c'est un parti de Montréal. C'est un parti de ville. C'est un parti mondain. C'est peut-être un parti de grande ville puis de grande région urbaine. C'est peut-être comme ça qu'on va se faufiler à travers toutes les grandes villes du Québec jusqu'au petit chemin de campagne des régions. Un jour ou l'autre, lentement mais sûrement, mais je pense que c'est comme ça qu'on va y parvenir. Je pense qu'à Québec solidaire, on est des gens plus distingués puis sophistiqués que ce qui y paraît. Pour certains, ça fait un peu péteux de brou, mais quand on en regarde le centre-ville de Montréal, il est pas mal plus beau, il y a pas mal plus de vie puis de culture que ben des places au Québec, hein? Ben, dites-vous que c'est parce que Québec solidaire, la culture, là, c'est pas mal ancré dans nos valeurs. C'est pas mal ancré dans nos milieux culturels. C'est pas mal ancré dans nos circonscriptions. Ça fait que ce que je pense, profondément, ce que je pense, c'est que les Québécois ont fait un mauvais choix en culture en votant pour la CAQ. Je dis pas que la CAQ financera pas puis protégera pas la culture, non. Je dis juste que la CAQ va choisir quelle culture qu'elle va financer puis quelle culture qu'elle va protéger au lieu de laisser tout simplement place à notre culture au Québec pour encourager des artistes issus de toute diversité. Je dis juste que dans les prochaines années, la réforme du mode de scrutin et la place aux valeurs démocratiques dans cette démocratie de malades, ça sera pas une priorité pour eux autres. Ils l'ont dit, s'en sont vantés. On va se le dire, il n'y a pas un parti plus borné que la coalition Avenir Québec. Ça fait que s'ils sont entêtés à dire non à ça, je vois pas ce qu'on peut faire dans ce sens-là.
Ils sont même rendus à manipuler les oppositions sur le principe de reconnaissance parlementaire. Ça ouvre la porte à tellement de corruption, là. Quand c'est rendu que ton gouvernement peut décider si tu fondes ou non l'opposition officielle, là, c'est parce que ça peut aller loin, là. Ça laisse place, ça ouvre pas mal de portes, là. Comme ça ferme pas mal de portes aussi. En fait, ça donne beaucoup de contrôle qui ne dépend que de la volonté du gouvernement, finalement. Si telle est la volonté, s'il y a une volonté. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, qu'il faut regarder dans notre système, c'est quand un gouvernement compose la majorité avec 42% du vote, alors que tu regardes puis 60% du vote appartient aux oppositions et qu'il n'obtient pas la reconnaissance parlementaire parce qu'ils ont chacun 15% divisé entre plusieurs partis. Est-ce que le 15% de Québec solidaire et du Parti québécois peut s'additionner pour former finalement une opposition de coalition? Est-ce qu'on peut obtenir dans ce système actuel qui est injuste la reconnaissance parlementaire par un groupe d'opposition formé par une coalition de partis? Parce que quand tu additionnes ça, le Parti québécois plus Québec solidaire, ça fait 15% du vote plus 15%, ils ont déjà 30% du vote. Mais là, tu rajoutes avec ça le Parti conservateur du Québec, mais là, tous les trois ensemble, là, tu as 45% du vote. Ça veut dire que dans les faits, les trois oppositions pourraient former une opposition officielle de coalition face à la coalition Avenir Québec. Est-ce que la solution face à la majorité de la coalition et au manque d'opposition est finalement une coalition des propres oppositions? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui pour finir sur ce débat au sens critique, dans ce débat où je suis le seul à parler mais qui inclut tout le monde. Est-ce que les partis d'opposition devraient accepter le chantage du gouvernement actuel et fonder une opposition reconnue sous la volonté du gouvernement qui a toujours le principe des bâillonnés quand il s'agit de passer un projet de loi puis d'outrepasser leur mention et leur motion? Donc, est-ce que finalement le Parti québécois puis Québec solidaire devraient s'associer et former, étant donné qu'ils ont le même plan environnemental, est-ce qu'ils devraient finalement faire une consolidation, faire des concessions sur leurs différences du point de vue de la mentalité, de l'identité, et faire une coalition pour former une opposition forte face au gouvernement de François Legault? Est-ce que finalement, pour avoir la reconnaissance parlementaire, ça prend 12 députés? Ben, Québec solidaire en a déjà 11, puis le Parti québécois en a déjà 3. Ça fait qu'ensemble, ça fait déjà 14 députés, dont le 12 pour obtenir la reconnaissance parlementaire. Donc la question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que les souverainistes au Québec sont prêts à travailler ensemble, malgré leurs divergences d'opinion, malgré leurs différentes idéologies? Est-ce qu'on est prêt au Québec à faire de la transpartisanerie un nouveau modèle puis une nouvelle directive de dirigeance en politique? Est-ce que la solution face à la coalition Avenir Québec, c'est de former une coalition entre les oppositions? La coalition péquiste et solidaire. Un mouvement qui pourrait réellement redonner confiance en la souveraineté au Québec. Parce qu'au-delà de la partisanerie, faut pas oublier qu'il y a un but commun aux deux partis politiques. Et c'est celui de ramener les souverainistes au bercail, de ramener des principes et des valeurs démocratiques au Québec, de remettre en valeur la citoyenneté et l'identité de chaque citoyen, de chaque culture, de faire de l'environnement et des changements climatiques un modèle de développement économique et rapidement pour l'avenir et la pérennité de nos générations futures, de donner sous un principe plus de place à la jeunesse et à l'éducation au Québec, puis avoir un système de santé beaucoup plus résilient face à l'avenir et aux crises du futur, et une population vieillissante. On a posé la question au chef du Parti québécois avant les élections. La réponse était un non affirmatif et clair. Est-ce que Québec solidaire et le Parti québécois pourraient former une coalition? Je pense qu'après les élections, la question mérite une mûre réflexion, autant du côté péquiste que du côté solidaire. Est-ce qu'une fusion entre les deux partis serait finalement
une source d'avenir pour le principe de la souveraineté et une opposition plus claire et officielle pour les francophones surtout? C'est la question sur laquelle je vous laisse.